Bonjour à tous et à toutes, je suis Roald et bienvenue dans cette deuxième saison de Research Talk. J'ai chez moi Randy Berton, Bonjour. un de nos chercheurs. Aussi bienvenue. Merci. On va aborder un sujet que tu as aussi parlé pendant ton dernier webinaire et c'était vraiment le dark web. Et je pense que nos spectateurs, ils vont être vraiment intéressés parce que l'impression, c'est que c'est une place très menaçante, mais peut-être tu peux clarifier un peu qu'est-ce que c'est le dark web. Donc, le web, dans l'ensemble, on considère en général qu'il est constitué de 3 couches différentes. Il y a la couche de tout en haut qui est ce qu'on appelle le web, enfin le clear web, le web de surface, qui est le web auquel on pense en général, c'est le web auquel on accède avec un navigateur classique, Firefox, Chrome, etc., et dont le contenu est indexé par les moteurs de recherche comme Google, Bing, DuckDuckGo, etc. En dessous de ça, on a ce qu'on appelle le deep web, qui est souvent confondu avec le dark web, mais il faut bien faire la distinction. Le deep web, c'est ce qui est accessible de nouveau avec un navigateur classique comme Chrome, Firefox, etc., mais dont le contenu n'est pas indexé par les moteurs de recherche, typiquement parce qu'il est derrière une protection par login, mot de passe, par connexion, ou voire par différents types d'authentification, disons. Et donc, ça va être typiquement le contenu des médias sociaux, les SharePoint, les serveurs de mail, ce genre de choses-là. Mais il faut un navigateur classique, voilà. Le dark web, c'est la partie vraiment tout en dessous, la plus cachée, on va dire. Elle nécessite un navigateur tout à fait spécifique et également une infrastructure tout à fait spécifique à côté. Mais donc, on ne peut pas y accéder avec Chrome, etc. Il faut un outil qui est tout à fait spécifique. Il y en a plusieurs. Le plus répandu s'appelle Tor, TOR, pour The Onion Router. C'est à cause d'une architecture en différentes couches de cryptographie l'une sur l'autre, et d'où l'allusion à un oignon. Et voilà, donc c'est un clone de Firefox, c'est assez facile à installer, on l'installe et puis après ça on a accès au dark web. En fait, on a accès à deux choses, on a accès au web de surface mais avec un meilleur niveau de protection qu'un accès classique, et on a également accès à toute une partie du contenu qui est pas du tout accessible aux utilisateurs classiques avec leur navigateur. Quand tu dis une sécurité augmentée avec Tor sur le clear web, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Donc, quand on navigue sur le clear web avec Tor, Tor va choisir parmi un ensemble de relais, ce qu'on appelle des relais Tor. Il va choisir 3 aléatoirement dans la liste. Ces 3 vont changer toutes les 10 minutes. Et pendant 10 minutes, toute la communication entre le navigateur et le serveur web qu'on est en train de visiter va passer par ces 3 nœuds intermédiaires, chacun rajoutant une couche de sécurité supplémentaire. Et chacun de ces 3 nœuds-là, sur le chemin, va connaître uniquement le nœud précédent sur le chemin et le nœud suivant sur le chemin. C'est-à-dire que le nœud d'entrée auquel on est directement connecté ne connaîtra pas la destination finale, et le dernier nœud avant la destination finale ne connaîtra pas la source du message. Et donc, personne dans ce canal de communication, à part le navigateur, le client lui-même qui lui sait où il va et qui il est, mais personne connaît tout le chemin complet, connaît à la fois la source et la destination. Donc, ni le serveur web, ni votre fournisseur d'accès Internet, ni aucun des nœuds intermédiaires qu'on a au milieu. Ce qui s'oppose à ce que fait un VPN, par exemple, où on a aussi le principe que le VPN, votre fournisseur d'accès Internet sait pas où vous allez, c'est juste que vous êtes sur un VPN. Et le serveur que vous visitez sait que ça vient d'un VPN, mais sait pas d'où ça vient. Mais par contre, le VPN, lui, il sait tout. Il sait qui vous êtes, il sait où vous allez. Et s'il maintient des logs, on n'a pas de garantie de ce qui se passe. Il peut tout tracer. Et s'il est soumis à certaines autorités locales ou internationales, il peut également tracer ce qui s'est passé. Le principe de Tor, c'est vraiment de ne faire confiance à personne. Que tout le monde est suspect, les serveurs qu'on va visiter, tous les nœuds intermédiaires, tout le monde est suspect.
Alors que quand vous utilisez un VPN, vous êtes obligé de faire confiance Ouais. à l'entreprise qui vous offre le VPN. Quoi. Oui, oui. C'est un peu comme un VPN dans un VPN dans Oui, un c'est VPN. ça. C'est quelque part, oui, c'est plutôt un VPN suivi d'un VPN suivi d'un VPN. Oui. Oui, oui. Et oui, ce serait à peu près l'idée. Oui. Et ça, c'est pour le clear web. Et comment est-ce qu'on peut naviguer sur le dark web? Oui. Donc, quand on navigue sur le dark web, à ce moment-là, ce qui va fondamentalement changer, on va toujours utiliser ce navigateur, mais simplement, on ne pourra plus utiliser un nom classique comme smals.be, par exemple. On va être obligé d'utiliser donc une page sur le dark web, c'est ce qu'on appelle un hidden service, un service caché, on va dire. Ouais. Et le nom, ce qui permet de dénommer un service caché, c'est une chaîne de 54 caractères aléatoires suivi de .onion. Donc en fait, c'est une clé de cryptographie quelque part qui va être utilisée. Et donc et après, on peut avoir des slash et puis des noms des pages derrière, finalement, comme un nom classique. Mais donc, l'adresse va ressembler à http 54 caractères aléatoires .onion / quelque chose. Et donc, c'est extrêmement peu convivial, évidemment. On peut pas retenir un nom comme ça. On peut pas le taper. Non. Donc, là, on a vraiment besoin de mécanismes pour de listes ou de moteurs de recherche pour retrouver l'information. C'est clairement beaucoup moins convivial que le est-ce qu'il y a des moteurs de recherche? Est-ce que tu peux aller vers darkweb.google.com et rechercher le dark web? Alors, c'est pas aussi simple que ça, hein, malheureusement. Il y a principalement deux façons de démarrer son trajet dans le dark web. Il y a tout ce qu'on appelle des hidden wikis. Ce sont des pages qui sont maintenues par des volontaires qui maintiennent des listes de noms onion qui rassemblent par catégorie avec une petite description éventuellement. Donc c'est comme des wikis. Enfin c'est maintenu manuellement. Il y en a un certain nombre et la plupart d'entre eux sont disponibles sur le clear web. Donc on tape un nom style hiddenwiki.org, ce genre de choses là. Et puis on peut cliquer sur des liens et qui nous mènent sur le dark web. Ouais. Ça c'est donc un peu comme l'ancêtre de Yahoo faisait un peu comme ça. Au départ, c'était pas automatiquement indexé, c'est des gens qui maintenaient des listes de favoris, on va dire. En principe, c'est mis à jour régulièrement par les gens qui les maintiennent, mais on n'a pas de garantie évidemment. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, franchement, la plupart des wikis, des hidden wikis que j'ai pu consulter, la moitié des liens conduisent vers des liens morts, quoi. Il y a plus rien derrière. Donc voilà. Donc ça, c'est une façon de rentrer sur le dark web. L'autre façon, c'est effectivement d'utiliser des moteurs de recherche, mais c'est de très loin moins puissant que les Google, etc. Il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup moins de contenu indexé. Il y a la page de présentation est nettement moins bonne. La performance du résultat la performance de la recherche est pas du tout au point, la présentation est pas claire du tout, on voit pas on clique un peu au hasard sur des liens qui disent un peu n'importe quoi. Je vais refaire une recherche des trucs de hacking par exemple et cliquer sur un lien où on voit pas ce que c'est et on tombe sur une page de pédopornographie. Enfin, c'est très régulier, quoi. Et je pense que c'est aussi un peu par design parce que les sites web sur le dark web, ils ne veulent pas forcément être visible. Non, il y a un compromis un peu à trouver parce qu'il faut qu'ils soient suffisamment visibles pour leur communauté, j'ai envie de dire, mais il faut pas effectivement qu'on tombe quelque part trop facilement dessus. Est-ce qu'on a une vue sur la volume sur le dark web? Combien de pages, combien d'utilisateurs? Donc c'est assez compliqué parce que de nouveau, par design, tout est un peu caché et qu'il n'y a pas de grands index qui permettent de connaître le contenu de tout. Il y a des chiffres très variables qu'on lit à gauche, à droite. Il y en a qui estiment que le dark web est aussi volumineux en volume que le clear web. Il y en a qui estiment que c'est beaucoup moins. Après, ce qui pourrait... ça dépend aussi comment on va compter, on va dire. Est-ce que c'est le nombre de pages, le volume? Si on pense une grande partie de ce qu'on va trouver sur le dark web, c'est tout ce qui est data leaks. Il y a plein de groupes de hackers qui mettent à disposition des gigas et des gigas de données qui sont simplement des données qui ont été collectées dans une entreprise. Donc, ça fait tout de suite des volumes relativement importants. Beaucoup de sites web classiques ont un équivalent sur le dark web.
C'est le cas de certains grands médias comme la BBC ou CNN, je sais plus, The Guardian, ce genre de choses-là. Quand on va sur le site web avec Tor, il y a un petit bouton qui va apparaître en disant vous pouvez voici la version Onion. Donc ça c'est en fait simplement dans le code HTML, il y a une balise on peut mettre en disant on peut mettre voilà la version Onion. Et donc là et donc sur DuckDuckGo, quand vous allez sur DuckDuckGo, vous pouvez cliquer sur la version onionisée de DuckDuckGo et là en théorie il peut faire des recherches également sur le dark web, mais ça marche pas beaucoup mieux que les moteurs de recherche classiques. Enfin, les moteurs de recherche vraiment dédiés au dark web, malheureusement. Ouais. Là, tu as déjà mis un point. Moi, comme consommateur, si tu veux, et je vais sur le dark web, comment est-ce que je peux avoir confiance dans, ce que je vois là? Et par exemple, tu as dit, OK, il y a un site web sur le clear web, par exemple le Guardian, et il y a un petit bouton là pour arriver au site dans le dark web, mais pour des autres sites web. C'est effectivement très compliqué. Parce qu'on peut pas vérifier comme un nom classique que sont les bonnes lettres, 54 caractères. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Il y a donc quelque part c'est méfiance à tous les instants, on va dire. Il y a deux choses. Le fait d'être dans un hidden wiki sous-entend que la personne qui gère le hidden wiki a estimé que c'était la bonne page. Donc on peut si on estime qu'on peut faire confiance parce que le reste du hidden wiki est tout à fait correct, c'est le cas. Sinon, de façon générale, non, il faut être conscient qu'on peut très rarement faire confiance à ce qu'on va visiter. Il y a très souvent des pages comme des markets des forums ou quoi, où il y a une sorte de header en disant vérifiez que vous êtes bien sur l'adresse, et l'adresse est écrite là. Et donc quelque part il y a vraiment cette méfiance à tous les instants. Et non, il faut être conscient qu'on peut jamais être aussi sûr que ce qu'on voudrait sur le clear web, qu'on est bien en train de visiter la bonne page. Donc voilà. Ça, malheureusement, ça fait partie de quelque part par nature, puisque chaque site sur le dark web se cache particulièrement bien, elle peut pas non plus offrir la garantie de qui elle est, quoi, disons. Non. Je pense que c'est assez simple c'est-à-dire d'installer un navigateur Tor, d'aller sur un hidden wiki, de cliquer certains liens et d'arriver sur le dark web. Mais moi, comme citoyen normal, je pense, est-ce que j'ai un intérêt de me promener sur le dark web? Honnêtement, on peut. Pour le citoyen lambda, j'ai envie de dire, le bénéfice est relativement faible. Juste que vous pourriez être intéressé de savoir s'il y a des données, si vos données, vous avez un login mot de passe qui traite sur le dark web, mais il faut pas aller sur le dark web pour ça, parce qu'il y a un tas de sites web qui font ce travail de monitoring, de collecte d'informations et qui offrent des moteurs de recherche où on peut taper son adresse mail. Et par exemple, on dit voilà, ça on a trouvé dans tel et tel et tel leak de telle date avec ça comme information. Il y avait deux data leaks de hacking de Booking.com et aussi de Basic Fits il y a quelques jours. Mais pour retrouver mes données personnelles, je ne dois pas aller vers le dark web. Il y a des moyens sur le clear web. Tout à fait, oui. Il y a des moyens sur le clear web. Après, sans garantie complète, il faut un peu voir qu'est-ce qui a fuité, qu'il faut que les outils en question aient réussi à retrouver les sources. Mais en général, il fonctionne probablement relativement bien. Et de toute façon, vous allez pas, si ces sites web-là n'ont pas réussi à trouver votre adresse mail, vous n'allez pas réussir à la trouver. Non. En tant que citoyen non expert, l'endroit où ça va pouvoir se retrouver, quoi. Je me demande qui, en fait, a deviné cette dark web. Quel est l'intérêt? Parce que c'est une place de criminalité, non? Alors, à l'origine, pas du tout. À l'origine, c'est un projet qui est tout à fait noble, on va dire. C'est un projet qui a été initié, développé par l'armée américaine, la US Navy à la base, avec des gros sponsors très, très officiels comme le FF, l'Electronic Frontier Foundation, la National Science Foundation aux États-Unis, Google, Human Rights Watch, de ce genre d'organisme-là, parce que leur but c'était au départ
d'offrir des mécanismes de protection forts pour les dissidents, pour les activistes qui vivaient dans des pays autoritaires. Donc, pour pouvoir, quelque part, garder le contact avec des gens qui vivaient dans des dictatures sans qu'ils prennent le risque qu'ils auraient en se connectant avec le web classique. Voilà. Mais donc, ça, c'était l'idée de départ, très noble, on va dire. Le fait est que, puisqu'on offre un très, très bon mécanisme de protection et empêche de remonter la filière pour ce genre de public-là, ben, on l'a aussi empêché pour des activités plus criminelles et aussi des forums. Ok. Moi, comme citoyen normal, je n'ai pas d'intérêt d'aller sur le dark web. Et les institutions, parce que nous sommes Smiles, nous travaillons pour les institutions de la Belgique. Est-ce qu'ils ont un intérêt pour y aller? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que les institutions pourraient offrir des services sur le dark web comme le font un certain nombre d'institutions pour permettre aux lanceurs d'alerte de signaler des problèmes. Donc, il y a un certain nombre d'organismes. Il y a plusieurs organismes qui ont des pages web dédiées à ça. La CIA en a une, The Guardian en a une, Greenpeace en a. Où sont des pages où on peut aller dénoncer des crimes ou des activités problématiques. Après, être présent sur le dark web, comme naviguer sur le dark web, oui, c'est clairement pertinent pour un certain nombre d'institutions parce qu'il y a de l'activité qui concerne son secteur d'activité. Il y a du trafic de médicaments. Oui, on a, tu as dit ça. La FMPS dont c'est le travail de surveiller avec des médicaments. On a trafic de drogue, ça concerne la police, mais également Cienzano, par exemple, s'intéresse aussi à comment sont diffusées les drogues sur le secteur. Évidemment, tout ce qui est pédopornographie, clairement plus pour la police. Et voilà, finalement, on va y retrouver les activités les plus criminelles, entre guillemets, mais moins finalement du petit travail au noir ou des petits trafics, des petites ventes pas très nettes. Franchement, acheter un vélo volé, il faut pas aller sur le dark web pour ça. Non. est bien suffisant pour ça. Et quelque part, si des gens se mettaient à vendre des vélos volés sur le dark web, il y a personne qui irait leur acheter parce que c'est pas là que va le citoyen. Non. Donc oui, pour ce genre de monitoring-là, oui, clairement, il y a qui le font certainement déjà. Enfin, je sais qu'il y a un certain nombre qui le font, mais il y en a d'autres, clairement, qui pourraient au moins faire un travail d'exploration, de savoir est-ce que mon secteur d'activité, le secteur que je dois monitorer, a une activité pertinente sur le dark web. Clairement. Est-ce qu'on peut aller plus loin que seulement monitorer, mais aussi, par exemple, détruire un site web du dark web? Donc ça, c'est extrêmement compliqué parce que pour pouvoir identifier un serveur, il faut en général connaître son adresse IP. Une fois qu'on a son adresse IP, en gros, on peut remonter au pays, à l'institution qui machin. Mais le problème, c'est que les mécanismes de protection du dark web font qu'il est impossible de trouver l'adresse IP d'un forum, d'une page, d'un hacker, etc. Ah oui, c'est par design. C'est par design, voilà. Et c'est le principe, quoi, de pouvoir remonter à l'adresse IP. Et donc, il arrive régulièrement quand on va sur les forums, quand on va sur les hidden wikis, je disais que très régulièrement, on arrive sur des liens morts parce que régulièrement, quand même, les autorités arrivent à saisir des pages de trafiquants ou de groupes de hackers, mais c'est souvent pas grâce à la technologie, c'est souvent grâce à d'autres moyens d'infiltration, d'erreurs humaines faites par les personnes en question, qu'ils arrivent à identifier les personnes, et une fois qu'ils ont les personnes, ça devient un peu plus facile de pouvoir leur faire dire où sont les serveurs et pouvoir à ce moment-là les débrancher, quoi, disons. Mais oui, les autorités font un gros travail pour essayer de faire ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que de fermer la page Facebook d'un groupuscule d'une extrême ou l'autre. Voilà, parce que là, entre guillemets, c'est assez facile. Ou un serveur dont le nom de domaine est connu. Voilà, ça, c'est, entre guillemets, relativement facile. C'est beaucoup, beaucoup moins facile sur le dark web. Une des choses que par exemple, les journalistes dans des pays avec des régimes autoritaires, ils doivent aussi se méfier, c'est qu'ils doivent être
euh, euh, reconnu comme utilisateur de Tor. Et je me souviens que tu as mis aussi en évidence un exemple dans ton webinaire avec un étudiant de Harvard. C'est ça. Donc c'était un étudiant qui à Harvard qui se sentait pas prêt pour passer un examen et donc il a trouvé judicieux de créer une alerte à la bombe au moment de son examen pour que l'examen n'ait pas lieu. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est connecté avec Tor. Il a utilisé un service de mail temporaire, Guerilla Mail, si je ne dis pas de bêtises. Il a créé un mail qu'il a envoyé aux autorités en disant il y a une bombe, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le FBI a analysé le mail qui était arrivé. Hein, c'est un mail classique, hein, qui était, si ce n'est qu'il est temporaire, mais avec un header, etc. Oui. Et donc, dans le header du mail, on peut voir quelle est l'adresse IP du dernier serveur bien sûr. connecté. Et donc, ils ont pu constater que le serveur était un relais Tor, donc disponible dans cette grande liste de relais Tor. Donc, jusque-là, seule information qu'il y a, ça vient de Tor, mais ils ont aussi analysé les logs du Wi-Fi du campus et ils ont pu réaliser qu'au moment de l'envoi du mail, il y a une personne qui s'était connectée au Wi-Fi du campus, enfin, qui était connectée au Wi-Fi du campus et qui a utilisé un relais Tor, à ce moment-là, le relais d'entrée. Et les autorités ont dit c'est de ça. Exactement, voilà. Oui. OK. On a bien exploré le dark web. J'ai appris qu'on ne doit pas avoir peur du dark web. Mais est-ce que tu as un message final pour l'audience? Oui. Je dirais effectivement oui. Donc d'abord, on peut parfaitement aller sur le dark web. Aller sur le dark web, c'est parfaitement légal. Donc n'importe qui peut installer Tor et il n'y a aucun problème à aller sur Tor. Ça devient illégal à partir du moment où on fait des choses illégales. C'est-à-dire qu'on achète ou on vend de la drogue. On consomme ou on produit des images pédopornographiques, on fait du trafic de données, ça, évidemment, là, ça devient un problème. Mais en soi, aller sur le dark web, c'est pas illégal. C'est pas illégal, pardon. L'autre message, plutôt pour les institutions publiques et les entreprises, c'est qu'il faut se préparer à ce qu'un jour, ces données vont se retrouver sur le dark web. Et donc, s'y préparer, ça veut dire avoir identifié, on va dire, la chaîne de, la chaîne de gestion, la chaîne de commandement à mettre en action le jour où on se rend compte qu'il y a de tels types de données ont fuité, sont disponibles sur un forum sur le dark web. Voilà, qui il faut contacter, même le week-end, peut-être même la nuit, jusqu'où il faut remonter dans la hiérarchie, que doit faire le DPO, est-ce qu'il faut contacter un cabinet, un ministre, je ne sais pas, enfin, avoir identifié à l'avance que toutes ces questions ne doivent pas se poser pour nous-mêmes. Et avoir, par ailleurs, transmis des informations, enfin, en tout cas, les personnes de contact utiles à la CCB, donc, qui est l'organisme qui est en charge de tout ce qui est cybersécurité en Belgique, parce que eux font du monitoring régulier sur le web et ils ont besoin de pouvoir rapidement contacter les bonnes personnes quand ils se rendent compte qu'il y a un problème quelque part. Donc, ils pourront vous assister là-dedans, quoi. OK. Voilà. Merci beaucoup, Wendy. C'était fort intéressant. Je te remercie et je remercie aussi l'audience pour nous suivre et je dirais à la prochaine. Merci.